Bonjour et bienvenue à cette séance sur le Web of Science destinée aux chercheurs. L'argument d'aujourd'hui est formuler une question scientifique avec le Web of Science. Nous allons explorer un cas d'étude sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on va utiliser cet exemple pour démarrer la recherche dans le Web of Science. Donc, on va voir quels sont les opérateurs qui sont supportés par la plateforme. Ça, c'est très important. C'est ce que j'appelle, c'est les outils pour pouvoir sortir de la Google Search, de la recherche à la Google. Donc, pour formuler des questions un peu plus complexes dans la plateforme. Et ensuite, on verra comment on peut interpréter ces résultats et travailler avec les résultats, notamment les exporter et créer des alertes. Donc, allons-y. Alors, la dernière fois, on a déjà introduit le Web of Science et l'univers du Web of Science. Donc, juste pour réintroduire ce concept, le Web of Science est à la fois un outil de découverte, donc il s'agit de bases de données bibliographiques sur lesquelles vous pouvez mener une recherche scientifique et à la fois un outil d'analyse. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous concentrer sur le Web of Science autant que instrument d'analyse, de découverte scientifique. Donc, nous allons voir comment récupérer de l'information scientifique pertinente. Et nous allons nous concentrer sur la Core Collection. Donc, la Core Collection est vraiment le noyau central du Web of Science. Et la Core Collection qui est formée aussi, elle est composée de différents index pour vous permettre une recherche multidisciplinaire, contient des abstraits, des notices de revues, de périodiques scientifiques, de actes de conférences et aussi de monographies. Donc ça, c'est pour le petit rappel, qu'est-ce que c'est le Web of Science? Alors, on a déjà vu la dernière fois qu'il est très important de créer un compte dans le Web of Science. Très important. Quand vous créez un compte dans le Web of Science, la première fois, souvenez-vous toujours de le faire quand vous êtes identifié dans le système de votre institution. Donc, toutes les personnes qui assistent à ce webinaire ont accès à un abonnement payant, donc ont accès à la version premium du Web of Science. Quand vous créez votre espace de travail, votre profil, souvenez-vous toujours de le faire à partir d'une connexion où vous êtes identifié. Ensuite, vous pourrez vous connecter au Web of Science avec votre accès sans besoin d'authentification. Donc, celle-ci est la page que vous allez voir une fois que vous êtes connecté. Donc, ça, c'est la vue. Si vous voyez autre chose, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon endroit. Et on va aujourd'hui regarder ensemble comment bâtir une stratégie de recherche dans le Web of Science. Donc, une chose que je dis tout le temps, la recherche parfaite n'existe pas, mais il existe plusieurs tentatives de recherche. Donc, quand on est en train de formuler une question scientifique, la méthode est toujours le même. Donc, procéder par tentative. Donc, on a vu que le Web of Science, notamment la Core Collection, qui est la partie du Web of Science sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui,
est possible de sélectionner. Il est possible de sélectionner la collection sur laquelle nous voulons travailler à partir du menu déroulant sur le haut de la page d'accueil. Donc là, de toute façon, la collection qui vous est proposée par défaut, c'est la Web of Science Core Collection. Vous avez deux types de recherche. Vous avez la Topic Search et la All Field Search. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux types de recherche? Dans la Topic Search, vous avez la possibilité de sélectionner, et vous allez rechercher dans des champs qui incluent le titre, le résumé, les mots-clés donnés à un article, un livre ou à une conférence par l'auteur. Et donc, ça, c'est les Author Keywords. Et les Keywords Plus, que c'est des mots-clés qui sont attribués par l'équipe d'indexation Clarivate, donc par l'équipe de Web of Science. La Topic Search, qui est un peu la recherche par sujet, est le type de recherche que je vous conseille quand vous démarrez, parce que ça vous permet d'aller chercher dans les champs les plus significatifs pour un certain sujet. La All Field Search est par contre une recherche que je vous déconseille, au moins que vous ayez déjà le titre d'un article, un nom d'un scientifique, mais vous n'êtes pas sûr, donc vous allez rechercher partout, dans tous les champs d'indexation. Et vous voyez, les champs d'indexation, c'est le sujet, le titre, l'auteur, l'année de publication, l'affiliation, qui est l'organisation à laquelle un ou une scientifique appartient. Donc, conseil, commencez toujours par la Topic Search. Quand vous faites une recherche, vous avez la possibilité de rechercher par mots-clés ou par phrase. On va voir ensemble quelle est la différence entre la recherche par mots-clés et la recherche par phrase. Quand je fais une recherche par mots-clés, je recherche tous les mots. Donc, il y a une and, et on va voir après qu'est-ce que ça veut dire ce and. C'est comme s'il y avait un E entre les termes de recherche. Quand je fais une recherche par mots-clés, dans ma recherche, la plateforme prend en compte ce qu'on appelle les variantes. Les variantes, ça peut être le pluriel ou le singulier. Ça peut être la façon d'écrire en anglais américain ou en anglais britannique. Donc, on va dire que la recherche par mots-clés permet d'être assez flexible. Donc, l'avantage de la keyword searching, de la recherche par mots-clés, c'est la flexibilité. Là, par exemple, dans l'exemple qui vous est proposé, Oil Spill Sustainability, ça veut dire que ces termes, Oil, Spill et Sustainability, ils peuvent être n'importe où dans la notice du Web of Science. Donc, Oil, par exemple, peut être dans le titre et Spill peut être aussi le nom d'un des auteurs. OK? Donc, il va la chercher partout. Si on fait une phrase searching, on va utiliser des guillemets. Donc ça, je pense que vous êtes tous et toutes assez familiers avec ce type de recherche avec les guillemets. Les guillemets, en fait, c'est la façon de rendre une recherche rigide. Donc, de figer la recherche. Ça veut dire, je veux que la plateforme cherche exactement ça. Donc, il n'y a pas de récupération de variantes.
il n'y a pas de récupération de pluriel singulier et l'ordre des mots est respecté. Donc, si j'écris oil spill entre guillemets, il y aura tous les résultats où oil spill est écrit exactement comme ça et respecte cette précise ordre. Donc, oil spill est à côté. OK? Donc, ça, c'est une recherche qu'on appelle rigide et a ses avantages quand on a envie de rechercher exactement une phrase, donc la phrase exacte. Aujourd'hui, on va voir qu'entre la recherche par mots-clés et la recherche par phrase, il y a plein de nuances. Et notre but, c'est vraiment de découvrir ces nuances et d'apprendre à les utiliser pour formuler des questions efficaces. Donc, notre premier ami de la journée sont les opérateurs booléens. Donc, les opérateurs booléens qui sont pris en compte dans la plateforme, c'est des opérateurs qui nous aident à donner une indication de recherche à la plateforme quand nous utilisons une recherche par mots-clés. Donc, on a dit que dans le cas du end, donc quand nous, on n'écrit rien entre les deux termes, c'est comme si la plateforme, donc la machine, interprétait un end. Qu'est-ce que ça implique ce end? End, par exemple, si j'écris genetics and plants, ça veut dire qu'il prendra en compte tous les résultats où il y a les deux termes. Donc, ça veut dire que j'aurai uniquement les notices où genetic and plants sont les deux présentes. Mais comme on a dit, genetics peut être à la ligne 1 et plants peut être à la ligne 20 du résumé. Donc, c'est bien quand on utilise and, c'est bien pour limiter en quelque part et pour coupler des idées différentes. Alors, puis après, on a l'opérateur OR. Alors, une des règles basiques de la recherche sur Internet, de la recherche dans les bases de données, au moins au début, c'est l'ajout de synonymes. Donc, au début, je voudrais plutôt élargir ma recherche. Et donc, si j'ai dit plantes, dans ce cas-là, plants and horticulture, j'aurais envie que soit plants, soit horticulture soit retrouvé. Donc, si j'écris plants or horticulture, la machine va interpréter cette requête de façon où tous les résultats où il y a plantes sont considérés, tous les résultats où il y a horticulture sont considérés et aussi les résultats où il y a plants and horticulture ensemble. OK? Donc, c'est un opérateur qu'on utilise pour élargir nos résultats. On a aussi un autre opérateur qui est le not. Donc, dans ce cas, je veux exclure des résultats. Donc, je veux qu'on parle de la génétique, mais pas de la génétique des plantes. Donc, j'écrirai genetics, not plants. Et dans ce cas-là, je vais exclure tous les résultats où il y a le mot plants, mais aussi les résultats où il y a genetics and plants. OK? Donc, on a vu les trois différents opérateurs et à quoi ça sert quand on formule une question. Nous allons le voir directement sur la plateforme, ça sera plus simple. Donc ça, c'est un premier instrument qu'on a quand on formule des recherches par mots-clés.
Un autre instrument très important et que j'espère vous utiliserez massivement, c'est les opérateurs de proximité. Donc, on a dit que quand on met un and, genetics and plants peuvent être à n'importe quel endroit de document que nous allons rechercher. Eh bien, il y a la possibilité de rendre moins rigide la recherche. Donc, si on veut que genetics and plants soit à côté, vous me dites, bah, on met les guillemets. Oui, mais comme on a vu, si on met les guillemets, on perd plein de résultats parce qu'on va perdre tous les résultats où il y a, par exemple, un pluriel ou plants c'est écrit d'une manière différente. Comment on peut faire? On peut établir à une distance maximale entre les deux termes de recherche. Donc, par exemple, si j'écris genetics near 5 resistance, entre genetics et resistance, il y aura entre 0 et 5 mots. Donc, ça veut dire que ces deux mots sont quelque façon liés logiquement. Donc, je pourrais avoir genetics in plants resistance, OK? Mais genetics et resistance seront tout de même à côté. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un tas de nuances entre les guillemets et la recherche en texte libre. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ça. Ça, c'est les rudiments de la recherche sur une plateforme comme le Web of Science. Et maintenant qu'on a un peu regardé les opérateurs, on va regarder tout cela en live sur la plateforme. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de regarder, c'est d'aller voir. Alors, je vais arrêter le partage ici. Oui, il y aura plus d'exemples sur le NIR, ne vous inquiétez pas. Donc, on va travailler sur ça. Donc, je vais juste, voilà, share this. OK, maintenant, je pense que vous voyez mon écran. OK. Donc, vous voyez le Web of Science. Vous pouvez me confirmer, vous voyez bien mon browser avec le Web of Science? Turia, Karima? Oui, oui, Francesca. Parfait, merci. Donc, je m'identifie dans le Web of Science et voilà, là, je suis dans l'écran d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, donc, on va prendre comme collection dans laquelle on va rechercher le Web of Science Core Collection, qui de toute façon est la base de données qui nous est présentée par défaut. Et comme je vous ai dit, c'est là qu'il faut commencer quand on formule une question scientifique. Puis après, on verra dans les prochains modules qu'il y a plein d'autres choses que nous pouvons prendre en considération. Mais aujourd'hui, on travaille avec la Core Collection. Et on va privilégier une recherche par sujet, donc topic. On a décidé que le sujet d'aujourd'hui, c'était l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que je fais? Premier exemple, comment on l'écrirait en disant, OK, moi je veux exactement intelligence artificielle. Souvenez-vous que l'indexation est en anglais, donc il faut toujours mettre des mots-clés en anglais. Hein. Donc, je vais écrire entre guillemets artificial intelligence. Mais le fait d'avoir mis ça entre guillemets, ça ne m'empêche pas de rajouter, par exemple, des synonymes avec l'opérateur OR. Donc, je peux dire, alors lui, il me spoil un peu parce que j'ai déjà préparé cette recherche, je l'ai testée avant, donc il se souvient de moi. Donc, il y a artificial intelligence or
AI or machine learning. Cela va rechercher les résultats dans lesquels il y a soit artificial intelligence, soit AI, soit machine learning, et aussi où il y a les deux. Je fais search. Je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité du Web of Science qui pourrait vous être très utile. Alors là, vous avez, moi j'ai mis trois synonymes. Mais vous avez cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet de rajouter d'autres synonymes. Et regardez, donc il a compris que moi je suis en train de rechercher sur l'intelligence artificielle. Donc, OK, eh ben, il y a aussi deep learning. Ah oui, deep learning, ça pourrait être intéressant. Ou je pourrais aussi mettre, mais je pourrais mettre les algorithmes du machine learning. OK? Et regardez. Donc, si je laisse should include, ce should include, c'est l'équivalence d'un or. Donc, il va élargir mes résultats. Regardez, là, j'ai environ un demi-million de résultats. Si je fais should include, les résultats augmentent. Donc, parce qu'on a inclus tous les résultats où il y a aussi deep learning et machine learning algorithms. Donc, il recherche chacun des termes. Mais, j'ai dit, en fait, je voudrais que ma recherche inclue seulement les résultats où on parle de algorithmes, par exemple. Donc, je veux que le deep learning, l'artificial intelligence, machine learning soit couplé avec les algorithmes. Et donc, là, je fais must include. Ce must include, c'est l'équivalence d'un and. Et donc, regardez, si je formule à nouveau ma recherche, ma quête comme ça, vous voyez, j'aurai beaucoup moins de résultats parce que Machine Learn Algorithm doit être obligatoirement dans les résultats. Et je peux aussi exclure. Donc là, il y a un Do Not Include. OK? Donc ça, c'est une nouvelle façon de... une nouvelle fonctionnalité dans le Web of Science et ça vous permet de jouer assez facilement avec les opérateurs booléens. Donc, et d'ajouter des synonymes. Parce que comme je vous ai dit au début, on a plutôt intérêt, surtout si on est en phase d'exploration, on a plutôt intérêt à rester plus large possible. Mais l'idée, c'est aussi de formuler des requêtes un peu plus, on va dire, complexes. Donc, je veux bien faire une recherche sur l'intelligence artificielle, mais je voudrais coupler cette intelligence artificielle avec un autre sujet, notamment ce que j'ai pensé pour vous, l'agriculture. Quelle est l'application de l'intelligence artificielle dans l'agriculture? Comment je fais pour formuler une requête et rajouter un sujet? Alors, j'ai deux possibilités. Soit je reviens à ma search, soit je tape ici dans la barre de recherche. Vous voyez, je vais juste effacer les mots-clés que j'ai rajoutés et hop, si je clique dans la barre de recherche, il y aura à nouveau une nouvelle fenêtre de recherche qui s'ouvre. Et comme vous pouvez voir, si je veux rajouter un sujet, donc je veux que l'intelligence artificielle soit couplée à l'agriculture, je laisse l'opérateur AND. OK? Là aussi, j'ai la possibilité de combiner les différents blocs de recherche avec des opérateurs booléens. Donc, il y a une double application que je peux faire. Souvenez-vous toujours de remettre topic, parce que sinon, ça ne marche pas. Enfin, la requête n'est pas celle que je veux. Et là, OK, on dit, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux parler d'agriculture. OK, alors là, je vais dire agriculture.
Alors, il y a, vous voyez, là, il y a agriculture, or vegetable, or cultivation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté des mots-clés et j'ai ajouté aussi des astérisques. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai ajouté les astérisques? En fait, quand vous voulez rechercher plus de variantes, donc pas seulement la variante singulier, pluriel, spelling américain, façon d'écrire à l'anglaise, je vais mettre un astérisque. Alors, vous pouvez mettre l'astérisque, et ça, c'est très intéressant, surtout pour celles et ceux entre vous qui étudient la chimie. Vous pouvez le rajouter, l'astérisque, à la fin ou au début du mot. Et cela, il va, par exemple, si j'écris agriculture avec un astérisque, il va aussi rechercher agricultural, agriculture, or cultivation, cultivating. Donc, il y aura la sélection d'encore plus de variantes. Donc, l'astérisque, c'est votre précieux allié quand vous recherchez, quand vous faites une recherche et vous voulez insérer un terme. OK? On va rajouter de plus en plus d'éléments. Donc là, je vais sur Search. Et vous voyez, on a beaucoup moins de résultats parce que Artificial Intelligence est couplé with and agriculture. Et là, c'est très intéressant parce que dans les keywords, j'ai vraiment des suggestions intéressantes comme smart farming. Ah, mais j'avais pas pensé à écrire smart farming or digital agriculture. OK? Ou artificial intelligence in agriculture comme une phrase. OK? Ou plant disease detection. Ah ben ça pourrait être vraiment intéressant aussi. Donc, vous avez l'opportunité d'inclure des mots-clés qui sont vraiment pertinentes grâce à cette fonctionnalité. On va faire search. Donc, vous voyez, on a plus de résultats. OK, mais c'est très bien, l'intelligence artificielle en agriculture. On a un beau set de résultats, mais moi, j'ai vraiment envie de voir en particulier comment l'intelligence artificielle dans l'agriculture peut m'aider à réduire les pesticides. Donc là, je suis à un autre niveau de recherche. Et c'est notamment quand je formule une question scientifique, surtout au début, ou n'importe à quel état, mais et souvent les questions scientifiques, c'est plus complexe qu'est juste un grand argument comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, encore une fois, je tape dans ma barre de recherche. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, ça arrive toujours quand on est alors, on va le faire là. Search. Il reprend la première search. Alors, désolé, on va add row and topic. On va agriculture. Voilà, on va le faire comme ça. Donc, je vais mettre Smart Farming or Precision Agriculture ici. Donc, si jamais la barre de recherche vous fait des caprices comme aujourd'hui, parfois ça arrive, les machines ne sont pas parfaites, vous pouvez refaire la requête. Donc, il y a aussi cette façon de reformuler la demande. Et on a dit qu'on veut rajouter un autre argument. Donc, qu'est-ce que je fais? Add a row. Et encore une fois, je recherche le topic. Donc, on a dit qu'on veut voir comment l'intelligence artificielle en agriculture peut nous aider à réduire les pesticides ou les insecticides. Alors, et là, on arrive à un autre niveau de complexité. Si j'ai besoin de mettre, parce que là, il y a réduction et pesticides. Donc, je pourrais écrire pesticide reduction. Mais
ça serait pas une façon, on va dire, satisfaisante d'écrire cette requête. Il y a des façons plus sophistiquées de le faire. Déjà, je peux écrire pesticide or insecticide. OK? Pesticide or insecticide. Donc, et j'ai mis une parenthèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette parenthèse? Ça veut dire que pesticides et insecticides doivent être considérés comme un seul bloc. Donc, je peux, c'est un concept. L'un est égal à l'autre parce qu'il y a or. Donc, ce n'est pas important. Je veux rechercher un des deux mots. Et je veux que ce soit couplé avec la réduction. Alors, je pourrais écrire reduction, mais une façon intelligente de le faire, c'est utiliser l'opérateur near. Et voilà. Donc, ça veut dire que pesticides ou insecticides doivent être à côté de réduction. Mais je ne veux pas écrire pesticide reduction tout simplement. Parce que je pourrais avoir pesticide et réduction. Enfin, la réduction pourrait avoir rien à voir avec le pesticide. Parce que réduction, c'est un concept très large. Vous voyez? Donc, je veux que vraiment réduction soit liée logiquement avec le pesticide. Du coup, une façon de l'écrire, c'est écrire near/3. Donc, je veux qu'entre pesticide ou insecticide, il y a maximum 3 mots de séparation avec réduction. Si cela n'est pas encore clair, on va revenir là-dessus. Mais donc ça, c'est une façon de construire une recherche avec deux concepts qui sont très distants avec eux et dont un est assez large, comme la réduction. Donc, le near est notre allié. Si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation des opérateurs de proximité, je vous invite à regarder ici, il y a ce point d'interrogation. Alors, si vous ne voyez pas le point d'interrogation, nettoyez votre browser, effacez tous les cookies, les caches, et normalement, vous arriverez à voir ce point d'interrogation. Si vous allez sélectionner le point d'interrogation et vous allez dans Online Help and Contact Us, il y a la Help Guide ici et vous avez les Search Rules. Dans les Search Rules, vous allez voir toutes les choses que je vous ai expliquées aujourd'hui. Donc, notamment, using quotation mark, donc l'utilisation des guillemets. Spelling variations, donc les variations d'orthographe entre souvent entre US et UK et les wildcards. Les wildcards, c'est pour remplacer ou rechercher des caractères qui ne sont pas inclus dans la recherche. Donc, aujourd'hui, on a vu l'astérisque, qui c'est le plus important et qui va représenter tous les caractères qui ne sont pas donc inconnus, qu'on a envie de insérer dans notre recherche. Et voilà, là vous avez d'autres wildcards, mais aujourd'hui on va se limiter à l'astérisque, ok? Et c'est quelque chose que vous allez utiliser souvent. Comme je vous ai dit, l'astérisque, il peut être mis à la droite ou à la gauche. Et à la gauche, c'est assez important pour les composites chimiques.
Et après, quelque chose intéressant, c'est les search operators. Donc, aujourd'hui, on a vu les Boolean operators. Donc, and, or et not. OK? Donc là, il a expliqué toutes les règles et comment les utiliser. Et le fameux proximity operators. Donc, le proximity operators. Et aujourd'hui, on a vu le near. Donc, on a dit, on reprend cet exemple parce que je sais que le near, c'est pas immédiat dans la compréhension. Par exemple, beverage near /5 bottle, il va retrouver tous les résultats où beverage et bottle, boisson et bouteille, sont les deux contenus dans la notice et sont à une distance maximale de 5 mots l'un de l'autre. Donc, ça sert à établir un lien logique. Et vous pouvez décider le nombre de mots. Donc là, tout à l'heure, de mon exemple, moi, je le fais avec 3. Mais c'est vraiment à vous. C'est à vous de déterminer tout ça. Pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà beaucoup. On va se limiter à ces opérateurs-là et on va reprendre notre recherche. Donc là, je vais rechercher et vous voyez, j'ai que 7 résultats. Et ça, c'est une recherche qui est, je me le dis toute seule, bien écrite, parce que j'ai un nombre de résultats qui est tout à fait travaillable. Donc, vous avez que 7 résultats, c'est des articles que vous pouvez lire et que vous êtes sûr qu'ils sont pertinents par rapport à votre recherche. Donc, notamment, quand vous faites une recherche sur un argument très pointu, plus c'est pointu l'argument, moins seront les résultats que vous obtenez. Donc, vous êtes sûr que ces résultats sont pertinents. Bien évidemment, je vous invite à reformuler cette requête. On peut la reformuler en changeant les mots-clés. On peut la reformuler en changeant le nombre de mots avec le near. Peut-être que ça donnera d'autres résultats. En plus, sachant que le Web of Science est mis à jour tous les jours, il se peut qu'il y aura des résultats différents tous les jours. Et cela me donne l'opportunité de commencer le prochain et dernier argument de la journée, que c'est la création des alertes. Donc, la sauvegarde des résultats et la création des alertes. Une fois qu'on a formulé ces belles questions de recherche, ces belles questions scientifiques, et on veut les garder. Et on veut être informé à chaque fois qu'une nouvelle résultat correspond à cette requête. Qu'est-ce que je fais? Je vais ici et je vais sur Create Alert. Et cette alerte, je peux l'appeler AI and Agriculture. Create Alert. Et cette alerte sera par défaut envoyée à cette adresse mail, donc à l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte. Voilà une autre raison pour que vous créez un compte Clarivate. Donc, et vous allez recevoir tous les semaines une alerte. Ensuite, vous pouvez vous pouvez changer les paramètres de cette alerte ici. Donc, et vous avez la possibilité de modifier la recherche. Vous avez la possibilité de paramétrer des préférences. Donc, vous pouvez la recevoir aussi tous les jours ou tous les mois si vous voulez recevoir moins de mails. Et vous pouvez dire, je veux quand même recevoir une alerte, même s'il n'y a pas de nouveaux résultats. Ensuite, vous pouvez effacer l'alerte en cliquant sur Remove. OK? Et donc, on peut effacer cette recherche. Tous les alertes que vous avez créées
sont sauvegardés ici dans votre espace de travail. OK? Et ça, c'est la Search Alert. Donc, c'est une des alertes possibles qui est possible de créer dans le Web of Science. Nous verrons dans d'autres modules la création d'autres types d'alertes. Donc là, vous voyez, il y a la recherche, donc Rerun Search. OK. Et voilà, là, je reviens à ma recherche. Et je peux aussi rajouter cette recherche à une liste. Et donc, c'est une autre façon de sauvegarder cette recherche. Add to mark list. OK? Ça, c'est une façon de sauvegarder les résultats. Et cela me donne aussi l'opportunité d'introduire quelque chose qu'on verra après. Il y a la possibilité d'exporter les résultats. Et vous avez différents types d'exportation. Mais je ne veux pas introduire cet argument aujourd'hui parce qu'il mérite une séance à part. Et dans la prochaine séance, on verra comment travailler avec les résultats, donc comment affiner ultérieurement les résultats et donc utiliser les options de filtrage et comment utiliser les options d'analyse. Parce qu'au début de notre séance, nous avons vu que le Web of Science est à la fois un outil de découverte et d'analyse. Donc, il est 11h45. Je vais arrêter l'enregistrement et je veux vous donner la parole. Avant de recevoir, donc vous pouvez toujours commencer à mettre vos questions, mais une petite précision, il y a des personnes qui réclament, qui essayent de vous suivre en faisant en appliquant les questions que les recherches que vous montrez, ils n'ont pas accès à documents. Donc, pour avoir accès à la partie documents, vous devez être connecté soit à partir de votre université, c'est un campus authentifié, soit en utilisant la solution d'accès à distance Eurosource. L'accès comme ça,